Cette semaine à Hockey le Magazine, on vous présente notre segment habituel avec Philippe Roy de chez Perfo Elite, de même qu'un entretien avec Mme Catherine Laroche. On aura également nos capsules du trio hockey avec Éric Dupont et Pierre Gervais et chez Collègue Édition avec Alex Barré-Boulay. Mais d'abord, un entretien avec Dominique Dulmen, propriétaire du centre HBLL de deck hockey à Laval, là où je me trouve actuellement. On est venu les rencontrer puisqu'ils fêtent les 1 an du centre qui a été ouvert en décembre 2023 à Laval. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par la plus grande dynastie. En vente partout, dès maintenant. On se retrouve cette semaine au centre HBLL à Laval avec M. Dominique Dulmen, que vous connaissez à Hockey le Magazine parce qu'il est partenaire avec nous depuis quelques années. On était dans les dernières années au centre, au complexe de, hockey, de deck hockey à Mirabel. On est maintenant au centre de deck hockey à Laval parce que ça a ouvert il y a 1 an, presque jour pour jour. Vous avez célébré, Dominique, vos 1 an du centre ici il y a quelques jours. Ça doit faire spécial quand même? Oui, en effet. Et bien, surtout que ça passe très vite, en effet. Et puis, très satisfait là, de notre première année ici à Laval. Où est-ce qu'on avait une demande très criante par rapport à nos membres qui voulaient qu'on s'installe en Grand Montréal, un petit peu plus près de Montréal, justement, même si c'est un centre à Laval. Ouais. Mais tout ça pour dire que, oui, très satisfait. Une grosse équipe derrière moi là, qui s'occupe qui s'assure de bien maintenir cette belle parité dans nos ligues que nous avons établies depuis plusieurs années. Dominique, parle-moi du processus qui a mené à l'ouverture de l'endroit ici. À Mirabel, ça avait été, je pense, votre premier centre, ou en tout cas, c'est le plus gros que vous avez. Ici, comment ça s'est passé, l'ouverture de l'endroit? C'était déjà un endroit de deck hockey, si je ne me trompe pas. Absolument. Nous avons pris possession. C'est un centre qui existait depuis plusieurs années. Et puis, on a approché les propriétaires et puis on s'est entendu sur une vente et puis que nous étions très intéressés à venir s'installer, comme je disais tantôt, à Laval. Et puis, c'est un centre qui comprend présentement 3 surfaces de deck hockey qui répond aux standards là, établis dans le monde du deck hockey, encore une fois. Et puis, de fil en aiguille, nous sommes installés ici et puis, ça va super bien, honnêtement. Dominique, je suis certain que tu adores les endroits que tu as, que ce soit à Terrebonne, à Mirabel ou ici, mais qu'est-ce qui différencie l'endroit ici à Laval des autres que vous avez? C'est quoi le cachet spécial, tu dirais, de l'endroit ici? Bien, c'est ça. Là. Je pense que le fait d'avoir 3 surfaces intérieures et puis, encore une fois, ce sont des grandeurs de deck hockey de 4 contre 4. Nous, notre force dans le monde du deck hockey, c'est vraiment le 4 contre 4. Fait que cet endroit-ci répondait à nos standards établis. Et puis, c'est surtout, encore une fois, avec la demande de nos membres qui nous ont suggéré fortement de venir s'installer dans la grande région. Fait que, finalement, on était à l'écoute des membres. On était à l'écoute des membres, exactement. Vous avez quelques projets aussi, Dominique, dont on veut parler, notamment une académie de deck hockey qui va ouvrir ses portes là, dans les prochains jours. C'est un projet sur lequel vous planchez depuis plusieurs mois déjà, si je me trompe pas. Absolument, exactement. Ça fait quelques années que je prépare ce beau projet-là qui va finalement avoir lieu, que nous commençons nos activités début du mois de janvier. Ce sont une académie HBLL Hawks structurée, organisée, en pratique, avec de vrais entraîneurs. Et puis, également, nous avons la chance d'impliquer des joueurs de notre équipe professionnelle des Hawks de Mirabel avec nous là-dedans. Et puis, ce que ça va faire avec tout ça, c'est que nous allons pratiquer, faire beaucoup de tournois à travers le Québec, à travers le Canada et les États-Unis dans le monde du deck hockey. Si on va plus en détail, Dominique, sur le centre HBLL ici à Laval, oui, il y a 3 surfaces de deck hockey et c'est évidemment ça la priorité dans un endroit de deck hockey, mais il y a aussi une offre qui vient autour de ça, salle de réception, boutique, c'est des choses qui sont importantes pour vous. Bien, exactement, pour répondre aux besoins criants de nos joueurs en équipement. Nous avons une super de belle boutique. Nous avons aussi une super salle de réception pour nos fêtes d'enfants. Ouais. Qui doit être assez demandé, je suppose. Oui, absolument. Nous nous faisons appeler assez régulièrement pour les fêtes et puis ainsi de suite. Nous avons également un bar qui est quand même assez important. Je l'appelle souvent le 19e tour à la farce, mais un bar qui vient complémenter nos soirées. La 4e période, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? La ça? 4e période, c'est encore mieux. J'aime bien le terme. Pour complémenter nos super soirées avec nos amis, pour venir faire la différence
après chaque partie. Justement, il y a un essor au niveau du deck hockey qui est présent depuis plusieurs années. Je pense que pendant plusieurs années, les gens se sont amusés à découvrir ce sport-là. Et maintenant, est-ce que je me trompe en disant que vous voulez amener ça à un autre niveau, puis justement qu'il y ait de l'enseignement, de la pratique, des ateliers qui soient développés de manière beaucoup plus poussée au fil des prochaines années? Bien, c'est exactement ça. C'est qu'on veut démontrer c'est quoi le vrai deck hockey, comment qu'on le pratique et comment qu'on prépare nos parties. Que ce soit des tout-petits à 4 ans ou 5 ans jusqu'à l'adulte qui a une trentaine d'années, qui joue au deck hockey depuis plusieurs années. C'est que maintenant, c'est du sérieux. Et puis, on veut juste exactement apporter nos jeunes à se préparer davantage. Et puis, peut-être un jour, encore une fois, je le répète souvent, mais de venir jouer pour notre équipe professionnelle, qui sont les Hawks de Mirabel. Ils sont un grand succès. Puis je te demanderai pas de commenter là-dessus. Je sais que tu vas être biaisé, mais c'est un très grand succès à Mirabel que vous avez. Je veux garder les derniers instants de cet entretien-là, Dominique, parce que vous avez un autre projet. Tu as parlé des jeunes de 4-5 ans. C'était un axe que je me souviens qu'on avait discuté ensemble à Mirabel qui était important pour vous. Et vous avez un autre projet aussi pour favoriser le deck hockey chez les jeunes. Exactement. Nous travaillons encore une fois très fort depuis quelques années. Puis nous mettons en place également une grosse année 2025 qui s'annonce pour nous. Mais c'est une nouvelle ligue interscolaire deck hockey que nous allons proposer aux écoles du Grand Montréal, encore une fois, pour venir faire des festivals une fois par mois. Et puis, ça va être plusieurs catégories, juvéniles, cadets, et puis, j'en oublie un autre, mais D1 et D2. Pour faire bénéficier encore une fois aux jeunes des écoles secondaires pour débuter le projet, de venir jouer au deck hockey en semaine, dans un festival, encore une fois, organisé, structuré. Puis de pouvoir développer aussi l'amour des jeunes rapidement pour ce sport-là. Et pour les emmener le plus rapidement possible avec nous, exactement. Dominique Dulman, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Félicitations pour ce que vous avez fait. Bien, Puis merci est-ce qu'on se revoit dans un an avec un autre centre qui va ouvrir? Est-ce qu'on donne rendez-vous? On ne sait jamais. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut les boys! Hey, salut Alex! J'ai trouvé ça cette semaine dans les paquets de cartes. Oh, SP Game News! Ça, c'est nice. C'est une petite boîte avec 6 cartes. Il n'y en a pas beaucoup dedans, mais elles sont vraiment le fun. Puis, il y a en plus ces fameuses lettres-là que tu signes. Il y a les Draft Day Marks, puis aussi les Signing Marks. Fait que là, dans le fond, ils t'envoient ça dans une boîte, juste les lettres lousses comme ça. Ouais, puis on est quand même content qu'il n'y en a pas 100 à signer, qu'on a juste 6, parce que c'est quand même compliqué à signer ces cartes-là. Puis c'est 35 fois par lettre, mais tu as 35 pour chacun des B dans ton nom. Exactement. Fait qu'on en a quand même plusieurs, mais ça prend plus de temps que les cartes tombent à signer, c'est sûr. Ouais, ça a l'air un peu plus... Ouais, c'est restreint, difficile, hein? Ouais. Ce qui nous amène à la question de la semaine. Vrai ou faux? Il y a seulement 12 exemplaires de ma carte recrue dans la série SP Game Used. La réponse après la pause. Avant la pause, on vous demandait s'il était vrai ou faux qu'il y a seulement 12 exemplaires de ma carte recrue dans la série SP Game Used. La bonne réponse est vrai. Ma vraie carte recrue, il y en a seulement 12? Oui, c'est un petit peu de ta faute parce que les True Rookies qu'on appelle dans cette série-là, c'est sur le numéro du chandail du joueur. Okay. Fait que si par exemple, on pense à Cole Caulfield, c'est sur 22. Si on pense à Jerry Swayman, sa recrue, il y en a juste une seulement. Ah, fait qu'elle doit valoir cher, j'imagine. Ah, très ouais. Merci beaucoup, les gars. Merci. On se voit la semaine prochaine. On est de retour cette semaine chez Perfo Elite avec Philippe Roy qui est avec nous cette semaine pour parler de retour au jeu après une blessure parce que c'est un moment évidemment qui est dommage pour un joueur qui se blesse. Toi, ton rôle entre beaucoup en ligne de compte à ce moment-là. Il y a tout un processus que toi, tu vas gérer en collaboration avec les autres intervenants du joueur pour amener le joueur à revenir au jeu. C'est super important de justement, tu as mentionné, de venir collaborer avec les autres intervenants aussi. Puis plus qu'on a d'informations les uns les autres, plus qu'on est capable d'aider les athlètes. Mais tu sais, le hockey, ça devient de plus en plus rapide. Les joueurs se frappent de plus en plus fort également. Donc, les blessures sont presque inévitables, malheureusement, dans le contexte du jeu. Puis, ce qui arrive, c'est que c'est super important aussi de comprendre la gestion de la blessure puis du retour au jeu. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement étudié parce que, oui, si on peut peut-être avoir 2 entorses ou 2 blessures pareilles avec le même titre. Ils sont jamais pareils, je suis à peu près certain. Ils sont jamais identiques. Puis, surtout, la gestion du retour au jeu ne va pas être la même pour chacun des athlètes. Tu sais, c'est très théorique, mais malheureusement, ça ne s'applique pas tout le temps de la même façon sur le terrain. Bien, justement, parlons-en un peu du retour au jeu parce que les athlètes, je suis certain, veulent revenir au jeu le plus rapidement possible, veulent retourner sur la glace, veulent retourner compétitionner. Il y a un danger quand même de faire ça trop rapidement. Comment tu vois cette situation-là? Tu sais, c'est pas vraiment que l'athlète revient au jeu trop rapidement, c'est que souvent, il ne revient pas au jeu dans la bonne état ou du moins dans l'état initial qui était avant sa blessure. Donc, souvent, c'est important de guérir les bobos, donc guérir la blessure, mais un coup que la blessure est guérie, souvent, c'est là qu'on va avoir le fameux green light puis qu'on peut retourner au jeu.
Mais le corps, les articulations, les muscles qui sont lésés, qui sont blessés, bien, c'est eux qui ne sont pas nécessairement prêts encore à absorber le même niveau d'intensité qu'on va avoir pendant une partie ou pendant des pratiques. Donc, c'est important d'aller chercher du renforcement à ce niveau-là, puis pas juste guérir la blessure en soi. Donc, le rendre prêt à absorber la même intensité. Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est qu'il devrait y avoir un feu vert donné par le médecin puis un feu vert donné par le préparateur physique au bout du compte pour revenir au jeu. Dans un monde idéal, ça serait ça, puis ça serait vraiment la meilleure façon, en fait, tout simplement, d'éviter la récidive ou de se reblesser immédiatement. Mais justement, parlons un peu de ce que tu fais avec les athlètes lorsqu'ils sont blessés. Par exemple, il est blessé à un genou. Bon, je suis certain qu'on peut pas vraiment entraîner le genou en question, ou en tout cas d'une manière particulière, mais qu'est-ce que tu fais avec le reste du corps pendant la période de convalescence? Bien, tu sais, c'est sûr que tout ce qui va être blessure très ciblée, bien là, tout dépendamment où est-ce qu'on va être rendu dans la phase, on va être capable d'aller chercher du renforcement, ces trucs-là, mais c'est important de ne pas négliger le reste parce qu'il y a toujours moyen de travailler le reste. Fait que si on prend l'exemple d'une blessure au genou, bien, tu sais, il y a moyen quand même de développer le haut du corps dans une position qu'on est assis, qu'on est couché, où est-ce que le genou n'a pas d'impact ou n'a pas de force nécessairement appliquée, tout dépendamment, encore une fois, de la phase où est-ce qu'on est rendu dans le retour au jeu. Si on prend l'exemple d'une blessure du haut du corps, nous, on a des équipements, c'est des machines iso-inertielles, donc qu'on n'a pas de charge dans le haut du corps ou de charge à tenir. Tout se passe au niveau d'une ceinture, par exemple, au bassin, aux hanches. Puis, on peut faire des exercices de bas du corps. Donc là, c'est sécuritaire à ce moment-là. Exactement. Donc, que ce soit plus axé sur l'endurance, que ce soit axé sur la force ou peu importe, il y a moyen de venir jouer là-dedans ou même cardiovasculaire. Donc, on est capable d'aller garder un certain niveau de conditionnement physique pour les athlètes, même dans un état de blessé. Toi, quand tu travailles avec des athlètes, évidemment, tu en as beaucoup que parfois tu suis depuis plusieurs années. Ils se sont blessés au fil de leur carrière à un ou deux endroits. Est-ce que tu adaptes ton programme après ça avec eux? Parce que oui, ils reviennent au jeu, mais en même temps, tu veux tout le temps garder un œil attentif. Je suppose, quand il y a eu une grosse blessure à une épaule ou à un genou, il faut le surveiller quand même. T'sais, nous, on a en quelque sorte nos protocoles selon les blessures, mais avec 3-4 options différentes. Ouais. Comme qu'on a parlé en entrée de jeu, les blessures, oui, c'est ça, ils ont le même titre, mais ils sont pas directement, ils n'ont pas la même gestion de retour au jeu. Donc, on a 4-5 options selon le type de blessure, fait qu'on peut se diriger là-dedans. Puis, ce qui est important aussi, c'est qu'on a aussi le après. Donc, tu l'as mentionné dans ta question, mais on a la gestion de retour au jeu, qui est la première étape, mais ensuite, on a la gestion un coup que le retour est fait. Ne pas se reblesser. Exactement. Ouais. Bien, merci beaucoup, Philippe, pour ces commentaires. Merci à toi. Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour tout le monde, bienvenue encore cette semaine pour une capsule d'équipement accompagné d'Éric Dupont, spécialiste hockey. Éric, les pantalons. Un sujet très, très intéressant. Très intéressant. Mais avant de rentrer dans les différents modèles qu'on a cette semaine, Pierre, est-ce que tu as une anecdote qui s'est produite dans tes années avec les Canadiens? Ben oui. Premièrement, c'est la pièce d'équipement avec les casques que les joueurs détestent changer. Puis nous, à Montréal, pour avoir tout le temps des pantalons qui paraissent bien, qui sont beaux, et pour leur protection, on change tout le temps une fois, comme dans la période des fêtes, dans cette période-ci des fêtes, à peu près à la mi-saison. Puis les joueurs, le centre d'entraînement Brossard, les joueurs cassent tranquillement leurs pantalons, mais la plupart des gars détestent ça, changer de pantalon. Et Guy Carbonneau, quand je lui remettais les pantalons, je donnais une paire de ciseaux puis un X-Acto. Parce que lui, Carbo, il aimait ça être bien à l'aise dans ses affaires. Fait qu'il coupait, c'est pas recommandé, là, mais il coupait beaucoup de padding puis de pads, tout ça pour être à l'aise dans ses pantalons. Alors, à ne pas faire encore une fois. Éric, la première, c'est des Tacks, je crois. Oui, le premier, c'est le Tacks XF Pro. Donc, on a vu au cours de la semaine les épaulières puis les jambières. La série Tacks, c'est vraiment une série populaire qui existe depuis très longtemps chez CCM. Pantalon XF Pro, ajustement plus 1 pouce à la taille. Évidemment, un nylon de très bonne qualité. Protecteur pour la colonne. Puis un peu comme tous les pantalons haut de gamme ou la plupart des pantalons, la protection est là. C'est vraiment un pantalon qui protège les côtes. Vraiment beaucoup de protection. Et encore une fois, c'est important d'être à l'aise dans ces pantalons parce que c'est ta pièce qui est comme entre les deux. D'être à l'aise, c'est hyper important. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'on
présente deux profils un petit peu différents. Ici, on a le Bauer Pro, qui est un nouveau modèle cette année. Historiquement, Bauer avait des pantalons Supreme ou Vapor. Mais là, ils ont sorti un pantalon Pro, un pantalon Elite puis un Performance. Donc, un fit un petit peu comme les pantalons Nexus, pour ceux qui s'en souviennent. Encore une fois, protection aux côtes. On peut descendre les pantalons d'à peu près 1 pouce. Fermeture éclair entre les jambes. Non, c'est un... Fermeture éclair? Fermeture éclair. OK, OK. Et puis l'ajustement, mais encore une fois, comme tu dis, Pierre, CCM, Bauer, Warrior, Sherwood, True, c'est très important de choisir le pantalon qui fit le mieux pour être très confortable. Exactement. Et tu termines avec le CCM? Comme dernier modèle, le FTW, donc la série pour femmes, pour joueuses de hockey, plus profilé. Souvent, les hanches sont un petit peu différentes. Certaines dames avaient de la misère à enfiler des pantalons pour hommes, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc, CCM a vraiment fait un travail extraordinaire avec la ligne FTW. Encore une fois, on peut rallonger d'1 pouce avec une fermeture éclair, du nylon de qualité, protection. Il y a du D3O dans les pantalons CCM FTW. C'est vraiment un beau produit. Puis, naturellement, il y a de l'entretien. Les pantalons, comme toute pièce d'équipement. Qu'est-ce que tu suggères? Tout à fait. Il n'y a pas de grand secret. Il faut faire attention. Pour que son équipement dure le plus longtemps possible, il faut la faire sécher après l'utilisation. Faire sécher, tout le monde. Faire sécher. Les gens ne comprennent pas ça. Ils laissent ça dans leur sac, dans leur voiture, dans leur garage. Comment de personnes m'ont dit, ou de femmes, de joueurs qui m'ont dit « Hey, l'équipement de mon chum, c'est dégueulasse, ça sent pas bon. » Ou faire sécher. Rentrer là-dedans, faire sécher. 100% d'accord avec toi. Des fois, on dit que ça sent mauvais. Il y en a qui trouvent ça drôle, l'équipement sent mauvais et tout. Mais ça sent mauvais, c'est pas à cause que c'est propre. Avoir un microscope, là. Exactement, c'est ça l'importance de bien entretenir son équipement. Alors, ben écoute, merci beaucoup. Encore ces beaux conseils. Bonne année à toi et ta famille. Pierre, pareillement. Bonne heureuse année à tout le monde. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre chronique d'équipement. Hockey le Magazine a le plaisir cette semaine et cette saison de se retrouver à nouveau avec Mme Catherine Laroche, qu'on a découvert l'an dernier. Catherine qui s'était jointe à nous comme collaboratrice l'an dernier, qui a fondé Ego sans Ego, une entreprise de cheminement personnel chez les athlètes, chez les hommes aussi beaucoup. Catherine, d'abord, merci d'être de retour dans l'équipe de Hockey le Magazine cette année. Bien, merci de me recevoir à nouveau. Catherine, on s'était rencontrés il y a 1 an, puis on va le faire encore cette saison périodiquement au cours de l'année. Tu avais déjà eu un paquet de choses qui s'étaient passées dans ta vie l'an dernier et je pense que ça a continué d'aller de manière exponentielle. Tu travailles encore une fois avec les athlètes, peut-être pouvoir rappeler un peu le rôle que tu as avec les joueurs de hockey pour ceux qui n'avaient peut-être pas été avec nous l'an dernier. Oui, bien en fait, j'offre autant des accompagnements privés que je donne des ateliers de groupe, autant dans les équipes que les organisations. C'est comme un support émotionnel, en fait, une approche assez humaine aussi, unique à moi-même. En fait, les gars, ils peuvent avoir accès à du support plus, justement, émotionnel, d'être capable de pouvoir se déposer dans un espace où c'est sécuritaire de le faire parce qu'on le sait qu'avec la mentalité qui a déjà été, c'est de réprimer les émotions qui est un petit peu plus leur façon de faire. Puis de moins le faire maintenant, ça leur donne accès à moins d'anxiété, à être en mesure de plus performer aussi. Fait que c'est vraiment comme une approche un peu nouvelle, je dirais. Tu es parti en fait de aucune base, pas aucune base, mais dans le sens que c'est un canevas qui était vide. Tu as créé un peu l'approche que tu voulais amener, qui venait d'expériences que tu avais vécues, qui venait de toi, ce que tu avais peut-être moins aimé dans ton parcours d'ancien athlète aussi, parce que tu en es une ancienne athlète. Tu as mis tout ça ensemble un peu pour amener le programme que tu offres maintenant? Oui, exactement. Bien, je pense que l'enseignement par le vécu a toujours été un peu plus fort, selon moi, de ma perspective. Puis, tu sais, c'est ce que je rappelle tout le temps quand je donne un atelier. Je possède pas la vérité absolue. Je possède la mienne. Fait que moi, ce que je partage avec les gars, c'est vraiment ma recette de comment j'ai vu à quel point moi, ça m'a transformé, à quel point aussi j'ai vu d'autres gens se transformer à travers ça. Donc, c'est ça. C'est vraiment un enseignement plus unique du vécu. Mais oui, la base était quand même de mon propre vécu, de ma dénonciation, en fait, en justice, qui, pour moi, était trop anxiogène. C'est le chemin que j'ai décidé de marcher pour ma propre guérison. Donc, ça a parti en flèche. Catherine, pour cette première capsule aujourd'hui, tu voulais nous parler de 4 corps que tu utilises et je vais te laisser l'expliquer de la bonne manière. Je m'imagine lorsque tu arrives dans un vestiaire de hockey en disant « Bon, messieurs, on va parler de nos 4 corps aujourd'hui. » Vas-y de la manière avec laquelle tu l'expliquerais aux gens. Je sais qu'on n'a pas le même temps que tu utilises dans un atelier, normalement dans un vestiaire, mais quelle est
cette approche-là? Mais en fait, on a 4 corps. Puis c'est ça que j'explique aux gars, parce que souvent, on va focusser sur le corps tangible qu'on a, le corps physique. Puis c'est surtout ça que les gars vont essayer de miser, ils vont s'entraîner, tout ça. Puis là, des fois, il y en a qui vont m'arriver en accompagnement 1-1, puis ils vont me dire « Hey, là, j'ai encore mal là, on a beau voir des physios, des chiro, peu importe, ça part pas. » Donc c'est là qu'on va explorer les 4 corps, parce que là, on a le corps tangible qui est le corps physique, on a le corps émotionnel qui est intangible, on a le corps mental, si on le sait à quel point il peut aller rapidement aussi pour l'anxiété, puis on a le corps énergétique. Le corps énergétique, c'est juste de rentrer dans une pièce puis de sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Si tu te sens bien ou pas. Oui, exactement. Puis, tu sais, des fois, je peux dire à un gars, tu peux rentrer, t'es de bonne humeur dans le locker, puis là, après ça, 2 minutes après, t'es fâché, tu sais pas trop, bien, tu sais, il y a des choses qui se passent. Donc, tu sais, c'est de ressentir, encore une fois, l'intangible. Fait que, tu sais, l'intangible est difficile à aller explorer, puis c'est un peu pour ça que je suis là. Fait que, tu sais, on va vraiment élaborer un plan sur les 4 corps, puis ça fait tout le temps un sens, tu sais, où est-ce que, selon où il y a mal ou selon où il y a des inconforts, on va pouvoir aller explorer qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ses émotions, qu'est-ce qui s'est passé dans son corps mental à ce moment-là. Fait que c'est ça. Comment tu arrives à mesurer les progrès que vous faites ensemble et comment tu arrives à différencier? Il y avait une certaine douleur à cet endroit-là. Là, maintenant, on a travaillé sur un autre côté. Ça l'a aidé à réduire cette douleur-là, si on peut le dire comme ça? Oui, exactement. Bien, ça va être comme ça aussi, mais ça va être juste la prise de conscience, de voir le gars quand il fait la prise de conscience, puis à quel point ça fait du sens pour lui. Tu sais, encore là, c'est ça. Moi, je suis une accompagnatrice, là. Tous les efforts, tous les succès, même les échecs, ça leur appartient à eux selon comment ils vont mettre les outils en place. Puis c'est exactement ce qui se passe dans ces moments-là. Donc, dès qu'eux, ils ont la prise de conscience, dès qu'eux font un changement, parce que juste de là, aller écouter l'émotion ou écouter la croyance qui s'est passée pendant cet inconfort-là, bien, il fait un lien tout de suite, puis il peut travailler. Tu sais, des fois, ton corps fait juste te parler que tu as besoin de repos, mais on est tellement axé sur le corps physique puis à le pousser qu'on n'écoutera pas nécessairement les autres corps. Fait que selon moi, c'est un signe. Quand ton corps est rendu à se blesser ou à faire mal, c'est un signe que tu n'as pas écouté les autres corps. Es-tu bien reçu en général quand tu arrives dans un vestiaire et que tu parles de ces côtés-là? Moi, dans la manière que tu m'en parles, ici, on est assis dans un aréna, tout est calme. Je m'imagine quand tu arrives dans un vestiaire de hockey, ça doit être un autre genre d'environnement aussi. Tu veux recréer le calme un peu pour pouvoir amener les points que tu veux développer avec eux? Ah, mais je pense que l'ouverture, déjà là, à la base, tu sais, quand j'arrive en territoire connu, bien, pour eux, tu sais, ça a déjà été fait. Ils ont déjà eu leur prise de conscience. Puis oui, c'est bien reçu parce qu'ils sont tannés. Ouais. Quand ils viennent à moi, c'est qu'ils sont vraiment rendus à essayer. Il y a eu un processus qui les a amenés à se rendre jusqu'à toi. Exactement. Ils ont déjà essayé beaucoup de choses. Puis là, c'est comme un appel de venir vers cette approche-là. Fait que oui, automatiquement, dès que j'en parle, c'est reçu. Puis c'est de voir aussi le visage de aïe, comme on peut aller dans l'intangible puis ça fonctionne. Là. Donc ça aussi, c'est mon petit plaisir à moi personnel là, de voir ce lancement-là. Oui, tout à fait. Catherine, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour une première capsule. On va te retrouver pour trois autres chroniques au cours de la saison. C'est un plaisir de te revoir avec nous dans l'équipe cette année. Merci à toi. C'est tout pour cette semaine à Hockey le Magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez nos collaborateurs habituels de chez Colec Édition, du trio Hockey et de chez Accès Physio. Et permettez-nous, en terminant, au nom de toute l'équipe de Hockey le Magazine, de vous souhaiter une merveilleuse année 2025. Santé et prospérité et profitez bien du temps des fêtes. On se retrouve très bientôt. Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par la plus grande dynastie. En vente partout, dès maintenant.